Bienvenue à tous autour de ce webinaire sur la facturation électronique, comprendre et adopter la facture électronique. Donc l'idée était de commencer, à l'heure, donc à 2 minutes près. Donc déjà commençons par vous souhaiter la bienvenue, pour ce webinaire. Donc je me présente, je suis Jean-François Serre, responsable produit ERP chez Octeo depuis, une dizaine de mois. Donc, nous travaillons, sur 3 ERP, Octafood, Migest et Magisoft, et je suis accompagné pour ce webinaire, par Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie, responsable produit chez Octeo et j'ai une dominante sur les produits destinés aux acteurs du monde agricole et je travaille avec Jean-François sur la facturation électronique. Alors ce webinaire, déjà, vous allez remarquer que nous avons, coupé, votre micro ainsi que votre caméra. Toutefois, on vous invite à vous exprimer à travers donc des questions que vous pourrez poser par, le bouton ad hoc, hein. N'hésitez pas à nous écrire. On essaiera au fur et à mesure donc, de checker ces questions et d'apporter, les réponses les plus précises possibles. Donc on est parti pour 45 minutes. 45 minutes, de présentation d'Octeo de manière à très rapidement introduire, notre entreprise. Évidemment, rentrer en profondeur, dans les enjeux, de cette réforme fiscale. 2, vous parler du positionnement d'Octeo sur cette thématique et puis, avec vous, d'identifier, les mesures d'anticipation et de préparation, quant à l'arrivée de cette réforme. Et on sera arrivé à peu près au bout de 45 minutes et on laissera un certain temps pour justement traiter des questions et réponses, donc un petit moment, on va dire, d'échange, par le biais donc de la fonctionnalité vue précédemment. On va donc commencer par la présentation, d'Octeo et je laisse la parole à Aurélie. Alors, Octeo, donc, nous sommes une ESN qui a 50 ans d'expertise dans le traitement des données, le partage des données du monde agricole, donc de l'agritech. Il faut savoir que l'industrie agricole fait partie des secteurs de l'économie qui manipulent le plus de data. Et donc, on a cette expérience unique que l'on a ensuite diversifiée puisqu'on s'occupe maintenant de l'édition de logiciels ERP pour les industries. Et notre taille nous permet aujourd'hui d'offrir tous les services numériques susceptibles d'accompagner une PME au travers de nos 4 pôles, donc, que vous voyez ici. Tout d'abord, solutions et logiciels, parmi lesquels les ERP métiers, les applications mobiles, les progiciels de gestion. Pouvons vous accompagner sur les problématiques et solutions systèmes et réseaux. Nous avons un pôle dédié au conseil et à l'innovation. Et puis, un 4e pôle qui est la transformation digitale, avec le traitement de données, l'ingénierie digitale et les services que nous proposons à nos adhérents et clients. Je continue de faire entrer les personnes qui sont en salle d'attente. Tac. Et pour finir sur la présentation d'Octeo, donc, c'est une entreprise à forte croissance. Le nombre de collaborateurs a dépassé la barrière des 25 en 2023. On augmente également le nombre d'implantations en France. Nous avons ajouté 2 nouvelles agences, Rennes notamment, et Villefranche-sur-Saône, 2 nouvelles agences qui font suite à 2 acquisitions qui sont à la fois Octafood, donc un ERP sur le volet industrie agroalimentaire, et puis Rennes pour suite à la prise de contrôle de Fast, qui est une start-up du monde de l'agritech. Et donc tout ça pour finaliser sur la forte croissance et les investissements forts qui sont faits par Octeo, à la fois dans le domaine des ERP et de l'innovation. On va rentrer maintenant dans le cœur du sujet, la réforme et ses enjeux. D'abord, évidemment, pourquoi, cette réforme? 1er motif, 1er mobile, aller vers un système unique de facturation dématérialisée dans l'UE. Alors, ceci en fait est un phénomène qu'on va retrouver au niveau international, hein, sous l'impulsion des administrations fiscales qui veulent mettre en place ce qui s'appelle un contrôle des transactions en continu.
au niveau européen. Ceci est relayé par un projet de directive de la Commission européenne qui s'appelle VIDA, pour VAT in the Digital Age. Pour cette réforme, l'idée aussi, c'est d'améliorer la détection de la fraude à la TVA. Les chiffres sont impressionnants. Il est estimé 93 milliards d'euros par an de pertes de collecte de TVA au niveau européen. Ceci a été mesuré en 2020. En mettant en place cette réforme, l'idée, c'est d'améliorer cette collecte. Et donc, en France, on estime que 11 milliards pourraient être améliorés en termes de collecte par an sur le périmètre France. L'idée aussi, c'est d'aller vers de l'automatisation, vers du pré-remplissage et déclaration de TVA. Donc, notamment, on va parler des CA3, CA12 en fonction de vos régimes de TVA. Un des enjeux va consister aussi à diminuer les délais de paiement. En effet, quasiment 50 000 entreprises ont fermé sur les 12 derniers mois. On estime que grâce à cette réforme fiscale, on pourrait aider, en tout cas, à limiter, en tout cas, les soucis de trésorerie de ces entreprises et donc en profiter aussi pour améliorer les conditions de traitement des litiges. De plus, pour l'État, l'enjeu, c'est d'améliorer sa connaissance en temps réel de l'activité des entreprises, tout simplement pour fournir un meilleur pilotage des actions politiques, économiques de l'État. Et enfin, pour les entreprises, pour les administrations, il y a une véritable recherche de gains de productivité en profitant des phénomènes de la dématérialisation. Entre autres, on estime que le coût de traitement des factures, si on distingue les factures émises et les factures reçues, aujourd'hui, dans une entreprise, une facture émise coûterait entre 5 et 10 euros et une facture reçue, son coût de traitement est estimé entre 14 et 20 euros. Grâce à la facture électronique, l'État estime un gain sur les coûts de traitement estimé entre 50 et 75 ainsi que des gains de temps qui sont, eux, estimés à 30 Pour l'administration, là, c'est un gain de productivité qui est estimé à environ 4 milliards d'euros. Tout ceci explique un petit peu les motifs de cette réforme réglementaire. Alors, qui est concerné par cette réforme? En fait, tous les assujettis à la TVA établis, domiciliés ou ayant résidence habituelle en France. Ça concerne effectivement quasiment toutes les entreprises, c'est-à-dire 4 millions d'entreprises en France, et ces 4 millions d'entreprises génèrent plus de 2 milliards de factures par an. Si je peux peut-être apporter une précision, Jean-François, on parle de tous les assujettis à la TVA, même les entreprises qui sont non redevables de la TVA. C'est une Effectivement. précision qui peut être importante. Et donc, pour poursuivre, finalement, cette réforme, quel périmètre a-t-elle? Tout d'abord, sur le territoire français, vous connaissez peut-être déjà Chorus Pro et pour le B2G, donc quand on veut facturer des services publics, eh bien, ça va s'étendre au B2B via l'e-invoicing, c'est-à-dire la gestion des factures électroniques et de leur statut. Et puis, le périmètre va être un peu plus étendu avec les transactions qui sont réalisées hors France, via la déclaration des transactions et paiements des services, ainsi que tous les paiements qui sont réalisés en B2C, c'est-à-dire en direct avec les consommateurs. Donc là, il n'y a pas forcément émission de facture. On va détailler cela sur cette slide. Finalement, quelles seront les obligations? Eh bien, la première de toutes, c'est qu'il y aura de nouvelles mentions obligatoires sur les factures. On va détailler ça plus précisément. Ça veut dire que vous, en interne, le but, c'est de pouvoir alimenter vos outils de sorte à ce que ces mentions puissent être ajoutées à vos factures. Ensuite, comme je commençais un petit peu à l'introduire, et vous aurez une obligation de transmission des données à l'administration fiscale, soit sous forme d'e-reporting, soit sous forme d'e-invoicing. Alors, c'est des gros mots qui sonnent anglophones. On va essayer d'en donner un petit peu plus de précision. Toutes les ventes B2B et B2J domestiques, donc en France, doivent faire l'objet de factures électroniques. Sauf cas particulier, exonération de TVA, par exemple, activité de défense, santé, éducation, etc.
Concernant les ventes B2C, B2G et B2B à l'international, les acquisitions au sein de l'Union européenne et internationale, elles devront faire l'objet d'une déclaration périodique sous forme de e-reporting. Et puis enfin, les administrés qui sont soumis à la TVA sur encaissement, eux, devront déclarer tous les paiements des clients. Je continue en même temps à faire rentrer les personnes. Bienvenue à vous. Pour poursuivre sur les obligations. Alors, sur l'émission et la réception de factures électroniques, il faudra y ajouter ensuite un suivi des statuts qui sont en forme de e-reporting sous forme de cycle de vie. Donc, la facture de son émission à réception et à son encaissement va passer par un certain nombre d'étapes qu'il va falloir suivre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans les obligations, c'est la fin du papier et des PDF simples qui sera arrivée. Bientôt, ce sera l'interdiction de la transmission directe de vos factures entre vos fournisseurs et vos clients. Mais ces factures, elles devront transiter obligatoirement par deux types de plateformes. Soit la PPF, la plateforme publique de facturation, soit vous y accédez directement, soit vous passez par un opérateur de dématérialisation. Soit vous avez le choix également de passer par une PDP, une plateforme de dématérialisation partenaire qui est immatriculée à l'État. Je laisse Jean-François du coup apporter plus de précisions juste après vous avoir donné des éléments sur le calendrier, sur ces différents acteurs. En termes de calendrier, la note importante ici, c'est que c'était le calendrier initial de la mise en place de la réforme. Je dis initial parce qu'on va vous apporter des éléments sur le nouveau projet de calendrier qui fait suite au report annoncé en juillet dernier par l'administration fiscale. Ce qui était prévu à l'origine, c'est que dès l'année prochaine, au 1er juillet 2024, toutes les entreprises allaient devoir recevoir les factures sous format électronique. Donc, se connecter soit sur la plateforme publique, soit sur une partenaire pour récupérer ces factures fournisseurs. Ensuite, en émission, le calendrier devait s'étaler avec une première obligation dès le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, janvier 2025 pour les ETI et un dernier flot 1er janvier 2026 pour les TPE et PME. Vous avez en dessous de la slide les éléments pour connaître la définition des PME, ETI et grandes entreprises. Et finalement, ce calendrier a été reporté. Et on vous en dira un petit peu plus sur le projet, les nouvelles dates et des éléments de compréhension suite à ce report. Exactement Aurélie. Le 14 septembre a eu lieu une réunion avec les différents acteurs, de l'État, et les grands donneurs d'ordre, qui en fait, a permis un petit peu de donner, un projet de nouveau calendrier dont on vous donnera les éléments dans quelques minutes. Heu, on va quand même rentrer, dans un petit peu de technique pour comprendre en fait, ce nouveau schéma de transmission des données de facture qui est proposé et imposé surtout dans le cadre de cette réforme fiscale. Heu, en fait, les données devront transiter par une plateforme, c'est ce qu'on retient. On ne pourra plus envoyer les factures directement, à ses clients. Un fournisseur A aura le choix de plusieurs circuits pour envoyer sa facture à son client. Soit il passe par le portail public de facturation, hein, alors portail, plateforme, parfois, les termes sont interchangeables. Ce portail lui-même transmettra les informations à l'administration fiscale. Donc le PPF, aujourd'hui, est une plateforme en cours de développement. C'est le prolongement de Chorus Pro. Soit effectivement, on peut se connecter directement à cette PPF, ou alors passer par un opérateur de dématérialisation. Et une autre alternative consisterait à passer par un autre circuit, celui des plateformes de dématérialisation partenaires. Ainsi, on voit se dessiner plusieurs circuits. Le fournisseur A pour envoyer sa facture au client A en passant par la plateforme, le fournisseur A pour envoyer au client B en passant par la plateforme de l'État et une plateforme partenaire, ou alors le fournisseur B en passant par sa plateforme partenaire pour passer après par la plateforme de l'État pour le client A, ou alors encore un circuit pour que le fournisseur B, via sa PDP et la PDP du client B, puisse envoyer sa facture au client B. Donc, ça fait émerger plusieurs typologies de circuits et donc cela invitera chaque acteur économique à choisir
les flux, les modalités de transmission de ces factures vers ses partenaires. On doit rentrer maintenant dans le détail. Qui sont ces acteurs? Ces acteurs, donc on comprend qu'émergent 3 nouvelles typologies d'acteurs. Les PDP, pour plateformes de dématérialisation partenaires, qui sont en fait capables de transmettre directement les factures à leurs partenaires avec des transmissions de ces données au portail public de facturation. Des opérateurs de dématérialisation, qui sont des prestataires de services, qui vont offrir des prestations de transmission, de transformation, des fonctionnalités, on va dire, ajoutées, à valeur ajoutée pour les entreprises. Et enfin, le portail public de facturation, qui est un opérateur public, qui va lui-même offrir des services d'échange de facturation, et dont on va identifier des caractéristiques immédiatement. En fait, le PPF, c'est Chorus Pro, en tout cas un prolongement, un renforcement technologique de Chorus Pro, et qui sera en fait un portail d'accès centralisé, hein. Tout le monde qui, dans tous les cas, passera par le PPF, soit en direct, soit par une OD, soit par une PDP. Et donc forcément, il a un ensemble de rôles et de missions qui sont de gérer en fait un annuaire central de toutes les entreprises, hein, pour savoir si une entreprise est associée à une plateforme partenaire ou alors directement à la PPF. Il permettra de faire des saisies manuelles, des dépôts sur ce portail pour en fait les entreprises qui ont le moins de flux, hein. On pourra venir directement visualiser comme aujourd'hui on peut le faire sur Chorus Pro par ailleurs. Elle permettra de mettre à jour ses statuts, elle s'assurera des contrôles techniques, légaux et fonctionnels des données. Elle permettra aussi donc de recevoir les factures qui sont émises par les différents fournisseurs, de aussi mettre à jour les statuts de ces factures qui ont été reçues. Elle aura aussi le rôle d'archiver ces factures durant toute la durée légale d'archivage. Elle permettra aussi plusieurs modes d'accès, soit en saisie manuelle, soit par des modalités dites EDI, soit par des technologies de type API. Et une des caractéristiques de ce portail, c'est un portail public et il est donc gratuit lors de son usage. Les plateformes de dématérialisation partenaires, elles, ont une singularité, elles sont certifiées, elles sont immatriculées par l'administration fiscale puisqu'elles ont un rôle assez important et notamment de transit des factures. Elles doivent aussi assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme et en fait, elles se distinguent de la PPF par le fait qu'elles ont des marges de manœuvre complémentaires. Elles ont la possibilité de transmettre elles-mêmes directement les factures électroniques à leurs destinataires tout en transmettant certes les données au portail public, mais elles ont aussi la possibilité complémentaire, c'est de s'affranchir des formats qu'impose la réforme. En effet, hein, la réforme va imposer des formats obligatoires et les PDP auront la possibilité de passer outre les formats imposés par la réforme. Ces PDP seront des acteurs privés, elles auront donc leur propre politique tarifaire. Enfin, les opérateurs de dématérialisation sont des acteurs de l'économie qui, eux, ne sont pas immatriculés par l'administration fiscale. Ils peuvent parfois fournir exactement les mêmes services qu'une PDP, mais ils ont quand même des limites. Ils ne peuvent pas transmettre les flux directement aux clients finaux. Ils sont obligés de transmettre la facture à une PPF ou alors d'aller chercher les factures de la PPF. Ils sont obligés de respecter, d'exploiter les formats du socle imposé par la réforme, hein, les 3 formats dont on vous parlera, qui sont les formats C2I, UBL et FactureX. Et donc, soit ils se connectent à la PPF, soit ils passent eux-mêmes par une plateforme de dématérialisation partenaire. Ils peuvent en fait être incarnés par des éditeurs de logiciels et eux-mêmes sont des acteurs économiques, donc ils peuvent avoir leur propre politique tarifaire. Finalement, on peut peut-être se poser, une des questions centrales: qu'est-ce qu'une facture électronique? La définition, c'est qu'une facture électronique est une facture qui permet de dématérialiser le processus de facturation. Ce n'est pas que le document, c'est le processus de bout en bout que l'on va dématérialiser. Création, transmission au client, réception par le client, intégration dans la comptabilité jusqu'à son archivage.
Autrement dit, une facture électronique, elle doit être émise, transmise et reçue sous un format électronique. Qu'est-ce que c'est un format électronique? C'est pas un PDF, comme on avait l'habitude de le traiter. C'est pas non plus une facture que l'on reçoit par email, donc ça va être fini. Les 3 formats autorisés par le socle pour la facturation électronique sont la facture X, on va le détailler parce que c'est l'un des formats qui va être le plus utilisé, l'UBL ou les CDEI qui sont des formats qui sont déjà utilisés notamment par les acteurs de l'industrie. Qu'est-ce que c'est une facture X? Il y a une norme EN 16931 qui définit ce qu'est une facture X. C'est une norme qui va continuer à évoluer parce que justement, tous les acteurs vont être concernés et donc il y a des adaptations à faire. C'est finalement assez simple, c'est un PDF comme on avait l'habitude de le voir, c'est lisible par l'homme, mais ce PDF, il est accompagné d'un fichier XML qui là est compréhensible par la machine et qui est normé. On a parlé facture électronique. Maintenant, abordons un petit peu le e-reporting. C'est peut-être un aspect de la facturation électronique qui est un peu plus compliqué à comprendre. C'est aussi un dispositif de transmission des données qui est complémentaire à l'e-invoicing. Il va concerner les déclarations fiscales pour les transactions B2B à l'international. Donc là, vous allez pouvoir continuer à envoyer et recevoir des factures à l'international, mais par contre, il faudra déclarer à côté, via l'e-invoicing, ces transactions. De même, pour les transactions B2C, si vous faites des tickets Z ou factures, là, ce sera sous forme de e-reporting. Et puis, tous les encaissements des factures et transactions B2C qui ne font pas l'objet de facture, lorsqu'elles portent sur des prestations de services dont la TVA est collectée à l'encaissement. Donc ça, c'est vraiment deux aspects à bien retenir. Le e-reporting, ça concerne le B2C et le B2B à l'international. Je fais une parenthèse, Aurélie, pour effectivement préciser par ce biais que la facture électronique se présente en France, mais lorsqu'on fait du commerce à l'international, justement, on peut encore recevoir des factures par mail, PDF ou des factures papier. Donc ce n'est pas encore la fin du flux des factures papier ou des factures PDF qui arriveront par mail. Une dernière forme de e-reporting, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture. Je vous en parlais un petit peu plus au début de ce webinaire. Finalement, le long de ce processus de facturation, il y a un certain nombre d'étapes. L'administration fiscale souhaite avoir l'œil sur le cycle de vie, le statut de ces factures. Et donc, il y a un certain nombre de statuts, dont 4 qui seront obligatoires, par lesquels il faudra passer. Donc, la majorité de ces statuts sont délivrés par la machine qui va réaliser des contrôles automatiques sur les factures, d'où le fait que quand on va émettre une facture, il faut bien respecter son format et respecter les informations obligatoires, de sorte à ce que les plateformes PPF ou PDP par lesquelles les factures vont passer vont pouvoir vérifier, contrôler que le format est bien respecté et donc valider les statuts. Parmi lesquels le statut déposé. Est-ce que la plateforme a rejeté la facture? Ensuite, il y a des statuts qui sont recommandés en jaune, comme vous voyez sur le schéma. Est-ce que, en tant que client, j'approuve complètement, partiellement, ou bien est-ce que je mets en litige et je suspends? Et puis, on va déclarer le fait que l'on refuse la facture totalement, ou bien que, en tant que fournisseur, on a encaissé le paiement de la facture. Et donc ça aussi, c'est aux plateformes, via ces plateformes qu'il faudra déclarer ces cycles de vie. Finalement, en synthèse, qu'est-ce qu'une facture électronique? C'est une facture qui est émise, transmise et reçue sous forme dématérialisée. Elle comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée. Donc, on a vu facture X pour celle la plus connue, UBL ou C2I. Elle est adressée aux clients par l'intermédiaire d'une plateforme, au choix, soit PPF, soit PDP. Et en B2C et à l'international, c'est des éléments de transaction et de paiement qui seront transmis via le e-reporting. Finalement, comment Octeo va se positionner au regard donc de cette réforme fiscale? Donc notre positionnement va consister déjà à vous accompagner pour répondre aux enjeux de la réforme, en vous apportant des services et bien entendu avec
nos ERP. L'idée, comme on peut le voir, c'est qu'il y a plusieurs modalités, il y a plusieurs manières de procéder, il y a plusieurs choix qui se présentent à vous et l'idée, beh, évidemment, c'est de vous favoriser cette liberté de choix selon vos besoins, vos organisations, vos enjeux, la maturité de vos processus et même si parfois cette réforme peut être vécue comme une contrainte, l'idée c'est de pouvoir en tirer quand même des opportunités et de voir comment on peut tirer profit de cette, réforme fiscale, en ayant, des opportunités sur nos procédés, sur, nos processus, nos manières de gérer, et c'est ce qu'on va voir juste après puisque finalement Octeo va se positionner en tant qu'opérateur de dématérialisation. L'idée première, c'est de bien prendre en compte que Octeo, depuis, 50 ans, a un savoir-faire historique. En fait, on va capitaliser sur nos expériences dans l'échange de données informatisées puisque dans le domaine agricole, ça fait des années que nous échangeons de la data, avec des bases de données nationales, avec, des données sanitaires et donc on est vraiment rompu à l'exercice de l'échange de données structurées entre les différents acteurs du monde agricole. À cela s'ajoute notre métier d'éditeur de RP. Évidemment, un des enjeux pour nous va être justement de renforcer nos ERP pour s'aligner sur les enjeux de la réforme. La réforme va mettre sous contrôle ce qui s'appelle des cas d'usage, hein, il y en a environ une trentaine qui ont été identifiés. Je vais en nommer seulement quelques-uns à titre d'exemple. La gestion des acomptes, la gestion des avoirs, l'affacturage sont autant de cas de gestion qu'il va falloir aujourd'hui, on va dire, mettre sous contrôle, hein, bien déclarer, ses acomptes, voir les impacts de la TVA justement lors de la comptabilisation de ces acomptes, sont autant, on va dire, de cas d'usage qui devront aujourd'hui être, strictement respectés. L'État met en place ce portail public de facturation. Ce portail, c'est un investissement de 25 millions piloté par les plus grandes ESN de France, hein, dont, Capgemini et CGI. Cette plateforme, en fait, elle va être riche, elle est gratuite, elle sera forcément fiable et très pertinente, elle est même incontournable. Donc cette plateforme, de l'État, c'est une opportunité, de pouvoir justement l'exploiter, dans de tout son potentiel. Et enfin, notre proposition de valeur va aussi se loger dans la gestion électronique de documents, en proposant justement de relever les enjeux de la dématérialisation, pas uniquement des factures. La facture, derrière, va tirer tout un ensemble d'enjeux de dématérialisation sur des documents qu'on va retrouver en aval du processus de facturation ou en amont du processus de facturation. Et donc, cette réforme invite à dématérialiser pas uniquement le sujet de la facture, mais l'ensemble des documents qui gravitent autour des processus de facturation. Et c'est là qu'on a une valeur ajoutée en proposant une gestion électronique de documents. En synthèse, notre projet d'offre va être justement de pouvoir adresser, bien entendu, les factures entrantes, les factures sortantes à travers les processus achat et vente. Alors, souvent considérés comme des flux symétriques, mais ils ont évidemment leurs propres règles. D'ailleurs, le calendrier lui-même avait vocation à adresser les factures entrantes au mois de juillet 2024 et les factures sortantes pour les PME au mois de janvier 2026. D'ailleurs, selon les organisations, selon les entreprises et leur activité, elles n'ont pas les mêmes maturités quant au traitement des factures entrantes ou des factures sortantes. Donc déjà, notre idée sera de vous proposer une solution pour chacun de ces flux. La valeur ajoutée va aussi se positionner dans, l'appui qu'on donnera au traitement métier. Donc là, l'idée, c'est d'augmenter dans l'ERP justement des fonctionnalités qui permettront de perfectionner la gestion métier avec des fonctionnalités propres pour chacun des flux, les achats et bien entendu les ventes. Et comme on l'a vu précédemment, il y a l'enjeu de dématérialisation de la facture, mais pas que. Il y a forcément l'idée, on va dire, de pouvoir contrôler une certaine inflation documentaire avec une gestion électronique de documents qui sera totalement connectée
à votre ERP. Et enfin, on parle beaucoup, ces temps derniers à travers, les nouvelles technologies de ce qui s'appelle l'intelligence artificielle, mais l'idée, c'est justement de vous permettre de mettre le pied à l'étrier de vos organisations, avec l'intelligence artificielle pour, par exemple, reconnaître automatiquement les factures papier et PDF, hein. En effet, même si les factures électroniques, à terme, vont se généraliser sur le périmètre français, il y aura encore beaucoup de documents qui, eux, vont soit venir, on va dire, sur le périmètre Europe ou au-delà de l'Union européenne et qui seront donc des factures à reconnaître. Et en même temps, il y a l'enjeu de ce qui s'appelle la piste d'audit fiable. Cette piste d'audit fiable, on va la voir juste après, c'est un point central qui accompagne en fait tout projet de dématérialisation. C'est pourquoi, effectivement, on va aborder maintenant ce paragraphe, mesurer, anticiper et se préparer. Donc, comme on l'a vu, On l'a annoncé. on a un agenda qui a dérapé et effectivement, le 14 septembre, les acteurs de l'État, la DGFiP, l'AIFE et donc de grands donneurs d'ordre se sont réunis et ont parlé en fait du report de la facture électronique. La facture électronique qui en fait a fait l'objet en fait de lois pour décréter en fait un agenda de l'application de cette facture électronique initialement et donc qui devra encore faire l'objet de décrets pour officialiser le report, donc un futur agenda. Ce projet de décret va se discuter dans la loi de finances qui arrive actuellement, qui est en Cet cours automne. et exactement qui va se décider cet automne et qui sera voté en fin d'année 2023. Mais on a déjà donc des éléments et il semble qu'un planning est en train de se dessiner et il s'étale sur les 3 ans qui viennent. Finalement, 2024 serait l'année de la finalisation technologique du portail public de facturation. 2025, le portail public de facturation est livré et les différentes plateformes partenaires, elles, sont en phase pilote pour tester leur interconnectivité avec le portail public de facturation. Et enfin, en 2026, plus que 2 dates sont maintenant à retenir, mars pour l'obligation de réception et octobre pour l'obligation d'émission. Ceci est un projet, il n'y a encore strictement rien d'officiel, bien entendu, donc on prend ces éléments avec tout le recul qui doit s'imposer, mais on peut quand même considérer que ce report est aussi une opportunité pour mieux se préparer. Justement, comment se préparer? Peut-être en étape 1 de ce que vous pouvez faire chez vous, c'est un état des lieux des pratiques. Effectivement, Aurélie, et cet état des lieux des pratiques nous invite quand même à faire un petit zoom sur les différents enjeux documentaires. Vous avez déjà des pratiques chez vous aujourd'hui, et donc l'idée, c'est quand même de clairement mettre à plat ces différents process. Aujourd'hui, vous recevez par exemple des factures papier, vous envoyez des factures papier. Vous avez ce qui s'appelle une obligation de mettre en place une PAF. Une PAF ou autrement dit une piste d'audit fiable. Cette piste d'audit fiable, en fait, vous invite à mettre en place des contrôles internes divers et variés, des enjeux sur l'archivage de vos documents, euh, des, et notamment en ce qui concerne le papier, vous savez que vous ne pouvez pas le mettre à la poubelle, hein, vous devez l'archiver minimum 10 ans. Donc ça, c'est un point, et ça fait depuis toujours qu'on pratique aujourd'hui la facture papier. Il faut savoir que un des projets qui justement prolonge la réforme, c'est que de changer la définition juridique d'une facture. En fait, jusqu'à maintenant, une facture est un document papier. À partir de 2028, le projet est de changer la définition juridique d'une facture papier pour dire qu'elle deviendra systématiquement électronique. Aujourd'hui, vous recevez aussi des documents, des factures papier, et parfois vous les scannez. Alors, si vous les scannez, vous devez aussi mettre en place une piste d'audit fiable et ben, soit vous les mettez à la poubelle, soit vous les archivez. Vous avez la possibilité de les mettre à la poubelle si et seulement si vous avez la garantie
de pouvoir démontrer l'authenticité de la facture, son intégrité et sa lisibilité, ce qui est ici défini avec le petit acronyme AIL. Si vous ne pouvez pas démontrer tout cela, vous êtes bien obligatoirement dans l'obligation de stocker le papier. Si vous recevez aujourd'hui des documents que vous les scannez et que vous mettez en place ce qui s'appelle une signature électronique et que vous stockez cela dans un coffre-fort électronique, alors vous êtes en possibilité de sortir de cette obligation de la piste d'audit fiable. Et donc, vous pouvez mettre tous vos documents à la poubelle. Mais on voit effectivement qu'il faut un attirail électronique assez complexe. Scanner, par exemple, ici, c'est de la numérisation. Maintenant, si on parle justement de format dématérialisé de type électronique, prenons le cas où vous envoyez vos factures sous forme de documents PDF. Là encore, il faut savoir que vous êtes obligatoirement dans l'enjeu de mettre en place ce qui s'appelle une piste d'audit fiable avec des garanties d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité. Pour vous affranchir de cette obligation dite de piste d'audit fiable, il faut avoir une signature qualifiée et stocker vos PDF dans des coffres-forts électroniques, et ceci depuis 2003. Et enfin, pour terminer sur les formats dématérialisés, il existe depuis 1990 ce qui s'appelle l'EDI fiscal. Effectivement, on peut transmettre des factures par voie électronique normée. Un certain nombre d'entre vous déjà sans doute pratiquent ce type d'échange. Et donc là, pas besoin de piste d'audit fiable. Si par contre vous faites de l'EDI non fiscal, avec des fichiers normés et par exemple sans signature qualifiée, vous devez mettre en place une piste d'audit fiable. Et donc, il est important d'avoir aussi en tête que comme la facture électronique se généralise dans l'Union européenne sur un horizon 2028, on sait que le flux de factures papier va tendre à disparaître. Toutefois, heu les enjeux de dématérialisation sont bien entendu sur les autres documents numérisables qui, eux aussi, donc sont amenés à constituer la piste d'audit fiable. Parce que finalement, qu'est-ce que la piste d'audit fiable et comment la mettre en place? Ça veut dire déjà dans un premier temps d'identifier ces processus complètement, hein, les flux entrants, les flux sortants, en distinguant les différents types de canaux, les différents types de pratiques, identifier les documents juridiques et commerciaux qui jalonnent les différents processus, hein, idéalement pouvoir les cartographier, identifier les différents modes d'archivage de ces documents et normalement identifier et formaliser des contrôles qui sont menés à chaque étape, hein. Par exemple, je reçois une facture, qui l'émet, qui la valide, où va-t-elle être stockée? Donc en fait, le cadre de cette piste d'audit fiable, hein, c'est effectivement d'avoir un accès permanent et documenté à toutes les phases, assez classiques d'un processus de facturation. Étape numéro 2, intégrer les nouvelles mentions obligatoires à vos factures. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des premières obligations et ça, même si la PPF, n'est pas encore accessible, c'est les premières actions que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place, chez vous en entreprise. La première mention obligatoire qu'il faudra ajouter, c'est le numéro de SIRET ou sirène du client, qui devra apparaître sur toutes les factures, sauf bien sûr quand c'est des clients particuliers. Deuxième mention obligatoire, l'adresse des livraisons des biens, si elle est différente de l'adresse de facturation et si l'opération consiste en une vente de biens. Justement, troisième obligation, il va falloir indiquer la nature de l'opération. Est-ce qu'il s'agit d'une livraison de biens? Est-ce qu'il s'agit d'une prestation de service? Ou bien est-ce que la facture est mixte? Et la dernière mention obligatoire qu'il faut ajouter à vos factures, c'est l'option pour le paiement de la TVA. Si la taxe d'après les débits est optée, alors la mention option pour le paiement de la taxe d'après les débits devra figurer sur votre facture. Et enfin, la dernière étape, bien entendu, pour vous, ça sera de choisir votre plateforme. Alors, ce choix peut s'envisager, on va dire, sur 2 temporalités, déjà à court terme et à moyen terme. Alors à court terme, déjà vous scannez ou alors vous désirez déjà dématérialiser des factures fournisseurs, hein, c'est-à-dire des documents que vous recevez au format papier ou alors, par mail au format PDF. Vous souhaitez gagner en productivité, sur les factures entrantes. Vous voulez dématérialiser d'autres types de documents ou encore muscler
votre piste d'audit fiable, alors vous pouvez choisir par exemple une solution de gestion électronique de documents et notamment la plateforme Demateo que propose Octeo qui vous permet d'ores et déjà de dématérialiser vos documents avec valeur probante, d'organiser un processus de validation et d'intégrer vos factures automatiquement en comptabilité. Mais j'irais, ne vous précipitez pas. À ce jour, vous devez savoir qu'aucun acteur sur le marché n'est immatriculé PDP auprès de l'État. Donc, on peut effectivement être amené à recevoir beaucoup, on va dire, de publicité ou de messages et des gens qui se targuent d'être aujourd'hui des plateformes de dématérialisation partenaires. Il faut savoir qu'à ce jour, aucun n'est officiellement immatriculé. Et enfin, je dirais, prenez le temps de mettre à plat vos processus et de bien faire le point sur vos besoins. Et je dirais, à moyen terme, selon vos process de facturation, que ce soit sur le périmètre achat et vente, on peut se poser quelques questions. Déjà, est-ce que je pratique le DI fiscal sur les achats? Et si je ne pratique pas le DI fiscal, si je pratique le DI ou si je ne pratique pas ici le DI, je peux me poser des questions sur mes volumes. Est-ce que toutes mes factures font l'objet d'une commande préalable? Est-ce qu'elles ont une réception préalable qui est enregistrée? Est-ce que j'ai aussi donc des factures qui, elles, systématiquement, ben, sont sans commande, hein, on va dire des factures EDF, par exemple, des factures de loyer. Et donc là, j'ai plusieurs solutions qui se présentent à moi. Donc j'ai la solution, en l'occurrence ici, d'Emateo, avec, justement, sa possibilité de faire de la ventilation comptable ou alors choisir un autre opérateur de dématérialisation, hein, notamment, votre outil comptable ou alors de choisir un PDP. Si je ne fais pas de DI et que j'ai systématiquement un cycle industriel où je passe systématiquement commande et où je contrôle mes réceptions, là, effectivement, je vous inviterai donc à observer l'offre d'Emateo avec la connexion avec l'ERP et l'augmentation de son périmètre fonctionnel. Si j'ai pas beaucoup de volume, évidemment, vous avez la possibilité soit d'aller chercher vos factures sur le portail public de facturation, ou alors, malgré tout, de se dire: «Ben, je peux prendre aussi l'offre de mon opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire de mon outil de gestion, comptable». Ou encore, ben, peut-être de voir avec des Mathéo si, malgré la faiblesse des volumes, il serait opportun, on va dire, de, s'offrir ce type de, service. Et si je pratique le DI fiscal, là, effectivement, je devrais, travailler avec ma plateforme de dématérialisation partenaire, puisque le DI fiscal, si vous le pratiquez d'ores et déjà, c'est-à-dire que vous pratiquez sur des formats qui sont hors du socle, Edifact, Galia, ou autre type de format EDI, normé. Sur le périmètre des ventes, les questions se posent de la même manière, mais ce qu'on peut retenir, c'est que sur les achats et les ventes, je peux travailler avec des acteurs différents. Par exemple, choisir au niveau des ventes le PDPA et puis sur les achats, de travailler avec la plateforme des Mathéo. Je peux aussi, selon mes pratiques à la vente, considérer de même type, est-ce que j'ai des gros volumes? Est-ce que j'ai des factures que j'envoie uniquement sur le périmètre France ou alors j'ai beaucoup de factures que j'envoie aussi sur le périmètre hors France, Union européenne, voire au-delà. Et en fonction de mes contraintes et de mes besoins, choisir soit un seul et même partenaire, soit de choisir, on va dire, des formats hybrides avec plusieurs typologies de partenaires, ce qui est bien entendu possible dans le cadre de cette réforme. Voilà donc, on a fait un petit peu, j'irais en allez 44 minutes, le tour du sujet. Ben, il est temps maintenant de passer à vos éventuelles questions, et réponses. Donc on va observer et voir si éventuellement on a reçu quelques questions. Est-ce qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne? Parce qu'on est peut-être passé un petit peu vite. C'est vrai que pour respecter le temps, on n'a pas forcément, tout détaillé. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions ou des sujets ou peut-être des spécificités d'ailleurs, hein, on peut peut-être rentrer dans des cas d'usage. Alors je précise, hein, peut-être pour, ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, si jamais vous souhaitez poser une question, vous avez ici donc ce petit bouton
qui va vous permettre ici de poser vos questions. Le R, ça peut être réponse, mais c'est surtout réaction aussi. Oui, ça peut Donc, être si vous avez aussi. des réactions à ce webinaire, eh bien, ils sont les bienvenus. Donc, comme dit, Ah, il y a quelqu'un qui voudrait qu'on remette les nouvelles dates. Est-ce que tu peux alors, revenir, s'il les te plaît, nouvelles sur dates. la slide du... Donc là, c'est en projet. C'est un projet. En Voilà. fait, bien entendre que ce projet de date a été posé le 14 septembre, hein, donc c'est tout frais. Et donc, ce projet, maintenant, est le suivant. Hein, qu'est-ce qui change en gros? En tout cas pour les PMI, PME, déjà, c'est cette date qui était prévue au 1er juillet 2024 qui était l'obligation de réception. Donc là, d'après ce nouveau projet, la nouvelle date, c'est 2026. A priori, on entend mars 2026 pour l'émission pour les grosses entreprises et donc la réception pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc là, on a effectivement une bonne vingtaine de mois d'écart. Et concernant l'émission de facture, il était prévu dans le calendrier initial une émission obligatoire au 1er janvier 2026. Et là, le projet, on entend, serait de passer au 1er octobre 2026. Donc là, un écart de 10 mois. Donc ce qu'on retient, c'est potentiellement 10 mois ou 20 mois d'écart selon qu'on est sur processus de réception ou d'émission et selon que l'on est PME, ETI, hein, ou grande entreprise. Et donc, vous avez donc ici le projet de nouvel agenda. J'ai une deuxième question d'Emeline qui nous demande pour la précision sur la facture, si elle est prestation ou bien vente de biens, est-ce que ce serait un champ paramétrable dans le logiciel? Alors, forcément, pour pouvoir mentionner cette information, il va falloir prolonger et renforcer nos solutions de gestion pour pouvoir déterminer si on a affaire à une prestation de service à 100%, une livraison de biens à 100%, ou alors sur un format hybride. Donc, ça va venir par, on va dire, un renforcement, on va dire des paramétrages qui seront mis dans les ERP. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante. En tout cas, je me permets de repréciser vraiment cet enjeu parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, heu toujours bien mesuré. En fait, on constate beaucoup, d'organisations qui ont, des pratiques, par exemple, je prends l'exemple des acomptes parce que c'est le premier qui me vient aux yeux. Ben, parfois, voilà, on fait des acomptes et puis on ne fait pas de facture d'acompte. Pourtant la loi dit: «Voilà, aujourd'hui, à partir du moment où on fait les acomptes, il faut faire une facture d'acompte» et voilà, typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut s'aligner. Il faut mettre en place, les bonnes pratiques pour, déjà, d'un point de vue de l'organisation interne, être, on va dire, dans les clous, des pratiques qui sont censées déjà être le cas depuis longtemps, mais où la facturation électronique va un petit peu obliger, finalement, de se mettre, dans les clous des bonnes pratiques et vaut mieux l'anticiper plutôt que d'attendre, en fait, un outil qui, in fine, en fait, viendra vous contraindre et sur lequel on va être sur un changement subi plutôt que sur un changement anticipé. Jean-François, j'ai une nouvelle, demande de précision sur les dates. Il semblerait finalement qu'en 2026, il n'y ait plus, d'étalement selon la taille des entreprises en termes de calendrier de mise en place de la réforme. Les informations, de toute façon, seront, forcément, beaucoup plus claires lorsque, arrivera en tout cas le véritable projet et donc le vote qui se fera donc en fin d'année 2023. Il est clair que pour l'instant, ce n'est que des projets qui sont entendus. On va pas dire des bruits de couloir puisque c'est quand même des discussions qui sont quand même, assez officielles et voilà, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que cela.
Pour rebondir sur la question tout à l'heure des champs paramétrables, est-ce que ce sera des champs normalisés dans tous les outils de gestion commerciale sur la question de ce qui est facturé, est-ce qu'il s'agit d'une prestation de service ou une vente de biens? Ce qui sera, normalisé, c'est la manière de le présenter sur la on va dire le facture X ou le C2I ou l'UBL et la manière dont après, l'ERP, le traite, heu, va en fait, pour beaucoup s'imaginer à travers le paramétrage des articles. Donc, on imagine assez intuitivement la manière dont on pourra le paramétrer, pour qu'on ait un minima d'automatisme et qu'il n'y ait pas, on va dire, une obligation de le faire, de manière manuelle. Donc pour l'instant, on n'a pas encore défini une solution et arrêté une solution sur la manière, de, déclarer la nature, des biens, ou des prestations, mais intuitivement, on sent plutôt la piste du paramétrage par le biais de codes d'articles et qui sera propre à chacune des solutions, ERP, que ce soit Octafood, Migest ou Magisoft. Qui plus est, après, on peut même imaginer qu'il y aura sans doute même des risques de seuil, en considérant que s'il y a, du style 96 de biens et que très peu de prestations de services, à partir de quel seuil il faudra préciser que c'est de l'hybride? Là, il y a encore des choses qui ne sont pas, en tout cas, à ma connaissance, connues. J'ai une question, d'un utilisateur Magisoft qui demande, il est en cours de demande de modification, des documents dont la facture client. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà intégrer, prendre en compte les nouvelles obligations? Non. Heu, Non, la réponse est que les nouvelles mentions seront obligatoires à partir des dates, voilà. à partir desquelles on sera dans l'obligation d'émission. Donc tant qu'on n'est pas dans l'obligation d'émission, on n'est encore pas, sous le feu des nouvelles mentions obligatoires. Alors, autre question, de combien de temps pensez-vous avoir besoin pour faire la mise en place sur vos ERP? Peut-on déjà envisager la partie financière? Alors, je pense qu'on communiquera, sur, nos roadmaps dès qu'elles, dès que possible. En l'occurrence, il y a encore beaucoup de points qui ne sont pas encore suffisamment précis dans les spécifications données par le législateur. Donc à ce titre, autant sur certains points, on a une véritable clarté, bon, on a parlé des mentions légales notamment, on parle, on va dire, des formats obligatoires. Il faut savoir que même ces propres formats eux-mêmes sont en cours d'évolution, c'est-à-dire que la norme, dont tu as parlé tout à l'heure Aurélie, 16 16 931 elle-même est en cours d'évolution pour pouvoir justement répondre aux enjeux de la réforme. Donc, là, je dirais encore, malgré cette apparente urgence, il ne faut pas se précipiter. Heu il y a un renforcement qui va être mené évidemment sur les différents, ERP pour pouvoir répondre aux différents enjeux. Heu et dans tous les cas, effectivement, si par exemple, vous êtes sur le logiciel Magisoft, vous pratiquez, les acomptes, d'ores et déjà, on sait que, normalement sur ce périmètre-là, on est, on va dire assez ISO sur les bonnes pratiques. Il y a peut-être après d'autres typologies ou d'autres cas d'usage et dans quel cas je vous invite à nous les préciser, sur lesquels vous voyez, des améliorations, à mener ou des points de renforcement, qui vous apparaissent assez évidents, dans quel cas, voilà, on sera intéressé, d'avoir vos retours par rapport à cela. Voilà, notamment si vous avez des cas d'usage très précis. Ces cas d'usage, en fait, il y en a beaucoup, hein, évidemment, facture à voir, bien entendu, les acomptes, hein, donc acompte émis, acompte, reçu, avoir d'acompte aussi, l'affacturage, avoir d'affacturage, affacturage sur les ventes, affacturage sur les achats. Heu on peut même, penser, à d'autres cas. Bon, il y en a qui sont moins dans les ERP, mais qui sont par exemple dans le traitement des notes de frais, dans le traitement, on va dire, d'autres typologies de factures. Mais, voilà, aujourd'hui, je dirais, si vous voyez des cas d'usage assez singuliers qui vous posent question, je dirais le mieux pour l'instant, c'est de nous les remonter
parce qu'effectivement notre roadmap va quand même s'étaler dans le temps. Les proformas. Facture pro forma, à ma connaissance, j'ai pas d'informations sur les cas d'usage. Pour avoir lu, on va dire, le cahier des charges, je n'ai vu nulle part apparaître un cas d'usage qui s'appelle facture pro forma. En tout cas, le cahier des spécifications de l'État ne sait pas ce que c'est qu'une facture pro forma. Je ne sais pas si ma réponse est convaincante et satisfaisante, mais je ne me souviens pas d'avoir vu, une facture pro forma, qui plus est, hein, si on y réfléchit et qu'on prolonge un petit peu le sujet, la facture pro forma, on se doute que ça va vraisemblablement, et je ne veux pas m'engager sur cette réponse, mais ne pas être une bonne pratique, retenue dans les différents cas d'usage, qu'a identifié le législateur en matière de facturation électronique. Étonnant. Et les devis? Les devis ne font pas partie, de la facturation électronique. Alors, je profite de cette question. Donc là, on est vraiment sur le périmètre facture parce que la facture, c'est le document du droit comptable, c'est le document du droit commercial, c'est le document du droit fiscal. C'est vraiment le document qui est au carrefour, de multiples enjeux. Heu, Bien entendu, on pourrait imaginer, on va dire, des flux dématérialisés sur plein d'autres choses. Beaucoup, de nos clients, font par exemple, de l'EDI sur des commandes ou encore sur des programmes de commandes, voire parfois même sur des avis d'expédition. On pourrait très bien imaginer des flux dématérialisés, sur des ordres. D'ailleurs, il existe un projet qui s'appelle Orderix, hein, qui est le cousin de Facturix. Heu, En tout cas, le périmètre de la réforme fiscale est sur la facture électronique en passant par, le portail, public de facturation. Bien entendu, tout type, on va dire, d'échange de données informatisées est envisageable avec d'autres formats, comme ce qui se pratique aujourd'hui avec l'EDI, avec, les autres types de documents, avis d'expédition et les plusieurs dizaines, voire centaines de typologies de documents qu'on pourrait échanger au titre, on va dire, des données informatisées. Je profite quand même d'un point. Il est précisé que dans les bonnes pratiques de facturation et c'est non seulement de préciser, heu, donc oui, lors de l'émission d'une facture, il faut faire toujours référence au numéro de commande. Ça peut paraître être une évidence, mais pour vous illustrer un petit peu la complexité de la situation, actuellement, la norme EN 16931 a prévu une facture, une livraison, une commande. Hein, dire donc dans les cas dits multi-BL, multi-commandes, sont des cas qui vont faire l'objet en fait de prolongation et donc de perfectionnement et donc d'évolution des normes, EN 16931 par exemple. Voilà, je pense il est midi. On a tenu notre engagement sur, les C'est horaires. vrai. En tout cas, on se tient à votre entière écoute pour, toute question, complémentaire, et évidemment petit J'avais une souci. dernière question quand même. Oui. Comment faire remonter les cas spécifiques d'échange? Où peut-on trouver les bonnes pratiques de facturation? Est-ce que là, c'est faire remonter les cas spécifiques d'échange? J'ai pas bien Bah, en compris. fait, ce qu'on peut faire, c'est mettre à disposition, en tout cas de nos équipes de consulting, je crois c'est 32 cas d'usage qui ont été Ah, identifiés par, les la DGFiP? services de l'État et de voir parmi les 30 cas, trentaine de cas, de pouvoir identifier ceux dans lesquels vous avez, déjà vous avez des pratiques qui sont en cours et de s'assurer, que vous êtes bien aligné avec les bonnes pratiques de facturation, Mmh. et donc de voir avec, vos consultants, quels sont si déjà identifiés différents cas d'usage, qui se présentent chez vous. Donc on mettra à disposition, de nos collaborateurs les documents pour que vous puissiez en prendre connaissance. Voilà.
Il ne me Aurélie? reste peut-être plus qu'à remercier les personnes qui ont, assisté, qui sont restées jusqu'au bout de ce webinaire. Peut-être en dernier mot, Octeo va continuer, soit via des webinaires, soit via des publications sur nos différents réseaux sociaux à transmettre des informations, concernant la facturation électronique, mais pas que. Et donc je vous invite à suivre notre page Octeo sur LinkedIn notamment pour vous continuer à vous tenir informés des différentes, hop, je continue, des différentes news, au sujet de vos ERP notamment. Parfait, merci Aurélie. Je vous souhaite à Merci tous Jean-François. un bon appétit, une bonne continuation et à À bientôt bientôt. autour de ce sujet. Au revoir. Au revoir.